Paul Aymon, je suis très heureux de vous retrouver pour un entretien qui se déroulera à nouveau par Zoom et par les moyens de l'Internet, à l'occasion d'un nouveau livre, de votre dernier livre en date, dont le titre est Une fabrique de personnages, ce qui est déjà tout un personnage, surtout s'agissant de vous, et tout un programme, pardon, s'agissant de vous, et il est publié à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, dont vous êtes un des académiciens. Alors, Paul Aymon, je voudrais commencer cet entretien par un extrait très bref, une phrase de votre livre qui nous invite à entrer dans votre livre. Vous écrivez, je vous cite, plaçons-nous un instant à la table de l'auteur, regardons-le en train de placer les mots, d'essayer de faire en sorte qu'ils soient audibles, qu'ils soient jouables. Et là, d'emblée, vous situez l'enjeu de l'écriture théâtrale par rapport à l'écriture romanesque. Alors, j'aimerais voir avec vous ce que l'écriture de ce livre-ci, qui comprend une part d'articles et de conférences déjà prononcés et que vous avez remaniés, et par ailleurs une série de textes nouveaux, compte éveiller en vous l'évocation et l'écriture de ces souvenirs autobibliographiques. Alors, effectivement, c'est un livre qui fait le va-et-vient pardon, entre une réflexion sur l'écriture du théâtre et son rapport à la scène et ce que moi j'ai vécu en tant qu'auteur pendant 4 décennies à peu près depuis que je me suis mis à écrire du théâtre. Euh, c'est évidemment quelque chose d'assez émouvant de revenir sur ses pas. J'ai essayé en même temps de prendre de la distance en, je vais pas dire théorisant parce que j'aime pas du tout ce mot, mais enfin en réfléchissant sur ce que j'ai fait et donc pas simplement en racontant, mais en même temps j'essaie de tenir le milieu entre l'un et l'autre. Alors ce que ça a éveillé, c'est évidemment beaucoup de souvenirs. Ça a éveillé aussi l'idée d'un monde. Quelque part, c'est une sorte de féerie quand on se retourne vers ces années-là. D'autant plus que il me semble que le théâtre a évolué, le théâtre a changé. On ne pratique plus, surtout depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, 4 ans, je ne sais pas exactement, mais ça s'est fait petit à petit, mais on pratique un tout autre théâtre où le texte en général aujourd'hui est moins important, en tout cas le texte d'auteur. Et donc je me disais, il y a quelques jours, je me disais au fond, je vais pas du tout évidemment me comparer à Stefan Zweig, mais vous savez, Stefan Zweig a écrit ce magnifique essai qui s'appelle Le monde d'hier. Peut-être ceci c'est un peu mon théâtre d'hier quelque part. Voilà, c'est une belle histoire, c'est un monde enchanté et on pratique le théâtre différemment aujourd'hui, on commence à le pratiquer différemment, donc c'est devenu autre chose, mais j'ai ça avec moi, je veux dire, c'est mon théâtre intérieur aussi, voilà. Oui, votre livre n'est pas du tout un livre de théorie comme vous redoutiez qu'on ne le pense. Et en le lisant, on a le sentiment, en tout cas j'ai eu le sentiment de me trouver face à une masterclass très allègre, très jubilatoire, où finalement vous évoquez en même temps des souvenirs qui vous attachent à l'analyse du travail que vous avez fait et sur lequel on reviendra, mais aussi à toute une série de rencontres ou d'évocations de ce qu'a été effectivement le passé du théâtre. Alors, peut-être pourriez-vous citer, évoquer deux noms. C'est Paul Willems, dont vous parlez magnifiquement bien dans un des chapitres qui touche au froid, à l'hiver, à la neige, au givre. Et en second lieu, vous évoquez brièvement Émile Verhaeren et la seule pièce qu'il ait écrite, Les Aubes, et dont vous évoquez les mises en scène en Russie. Oui, effectivement. Ouais, alors, d'abord, c'est deux noms très différents. Paul Willems, c'est mon père spirituel. Je veux dire, je lui dois énormément. C'est lui qui m'a
qui m'a ouvert la porte, qui m'a dit voilà, ce que tu fais, c'est intéressant, continue. Alors c'est un homme que j'admirais énormément et son théâtre qu'on ne joue plus malheureusement aujourd'hui, voilà, c'est un théâtre absolument magique et magnifique. Donc il m'a servi de guide. Euh, Même si ce que j'écris est évidemment très très différent de ce qu'il fait, mais il m'a servi de guide et je pense encore souvent à lui et je le relis voilà, c'est une sorte de guide intérieur aussi, d'une certaine façon. J'ai eu avec lui tant de conversations et il m'a apporté tant de choses que ce serait difficile de résumer ça en quelques mots ici. Verhaeren, c'est autre chose. Je veux dire que euh, je parle de Verhaeren à propos d'une pièce qui s'appelle Les Aubes, qui est sa première pièce, qui est une pièce étonnante parce que c'est une pièce qui présente un intellectuel qui se trouve à la tête d'un mouvement révolutionnaire. C'est un personnage christique en quelque sorte, puisque ce personnage au moment où la révolution réussit, il meurt en héros, voilà. Et je compare cette pièce, j'ai été amené à la comparer à la première pièce de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est mon contemporain, qui est Jean-Marie Piem, sa première pièce s'appelle Neige en décembre. Elle présente aussi un intellectuel au moment d'un moment révolutionnaire, d'une époque révolutionnaire, un instant révolutionnaire, mais cet intellectuel ne veut pas prendre la tête du mouvement. Et il est accusé de traître en quelque sorte et il est tué finalement par son disciple qui lui-même le trahit. Enfin voilà, c'est une toute autre thématique, mais il y a ça, il y a ces deux images qui présentent, je pense, aussi une réflexion sur ce qu'est l'intellectuel à des époques différentes. Et aussi Voilà, la manière dont on utilisait le théâtre pour véhiculer des idées. absolument, Le rôle du absolument. théâtre à l'époque, notamment dans les Ouais. scènes en Russie, était tout à fait différent du Oui, et même avant, je veux dire, ce qui m'amène à dire, on ne fera plus la muette de Portici aujourd'hui avec le départ d'une révolution comme ça s'est passé en 1830. Voilà, le théâtre est devenu autre chose. Comme dit Jean-Marie Piem, c'est devenu un art minoritaire et de plus en plus d'ailleurs. Et donc, je pense aussi mais bon, ça c'est un autre débat évidemment, mais que d'amener un théâtre, de vouloir refaire un théâtre où on vient simplement exprimer des idées, exprimer des convictions, c'est quelque chose d'un peu appauvrissant par rapport à ce qu'est l'art du théâtre. Voilà. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais, comme ça, vous voyez un peu mon programme, j'aimerais qu'on aborde deux types d'écriture que vous évoquez, que vous racontez, l'adaptation d'œuvres classiques et en particulier des grands romans, et l'écriture d'œuvres originales, notamment les monologues. Et on évoquera d'ailleurs Charlier et Jambes de Bois, euh, dont vous venez d'évoquer par ricochet en parlant de la Muette de Portici. Mais commençons par l'adaptation des grands romans classiques. Alors, il y a une première caractéristique, si j'ai bien lu dans cette démarche-là, c'est qu'il s'agit toujours d'une part d'un travail de commande. Vous n'entreprenez jamais une adaptation d'un grand classique s'il n'y a pas une commande. Et en second lieu, il y a dès le départ, même dès en amont de l'écriture, un travail, une concertation avec celui qui sera ou celle qui sera le metteur en scène de la pièce. Oui. Si je prends un peu de recul par rapport à ce que vous me dites, je dirais que d'abord j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce travail d'adaptateur et c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai toujours défendu, et c'est pas facile, euh, la situation ou l'idée que l'écriture théâtrale c'est aussi de la littérature. Ce n'est pas facile vis-à-vis des écrivains ou du monde littéraire, parce que le théâtre généralement est considéré
de façon moins intéressante que le roman ou la poésie, que sont le roman ou la poésie, et ce n'est pas facile, et ce l'est encore moins aujourd'hui vis-à-vis des gens de théâtre qui, bon, dès qu'on emploie le mot littéraire ou littérature, pour eux, ça fait pesant, ça fait quelque chose d'un peu embarrassant qui empêche de travailler sérieusement sur la scène. Voilà, donc on est dans un milieu qui, entre deux chaises, qui n'est pas évident. Mais j'ai toujours essayé quand même de le garder et très vite de proposer à des metteurs en scène de proposer ou de discuter avec eux, oui, de pouvoir amener ces œuvres littéraires que j'aime tellement, puisque je suis vraiment passionné de littérature et de la grande littérature, et donc ce qui me semblait pouvoir passer au théâtre et par ricochet amener des lecteurs et à retrouver ces grandes œuvres, donc ça valait la peine, donc de dire bon, ben voilà, allons-y, essayons. En fait, au départ, je crois que je raconte ça. J'ai été piégé en quelque sorte par Jules-Henri Marchand, qui était quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses, qui était professeur à l'IAD, qui essayait des passages avec les élèves, des passages de l'Odyssée, qui m'a dit viens voir ce que je fais, puisque tu parles de l'Odyssée à ton cours de littérature. J'étais professeur à l'IAD aussi. Et puis, de fil en aiguille, il m'a dit, tu sais, voilà, je veux faire adapter l'Odyssée à la saison prochaine. Vas-y, fais l'adaptation. Et je me suis retrouvé devant cette immensité qui était l'Odyssée en me disant, voilà, dans quelques mois, je dois donner le texte, je dois donner le texte. Donc voilà, je suis parti là-dedans, ça a été un travail de fou, mais c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire de se dire, bon, je suis en face d'une des plus grandes œuvres qui a jamais été écrite, et qu'est-ce que je fais pour faire du théâtre avec ça? Quelles sont les clés que je peux trouver? Comment est-ce que on peut faire autre chose que simplement faire de vagues échos? Voilà. Et donc, c'était vraiment, il y a eu un travail de réflexion très important sur ce que c'est qu'adapter une œuvre de ce genre. Et à partir de là, il y en a eu une série d'autres, grâce à Jules Henry d'ailleurs au départ, et puis grâce à d'autres. Et ça m'a amené jusqu'à dernièrement faire Madame Bovary et l'éducation sentimentale de Flaubert. Alors effectivement, on ne peut pas travailler dans son coin et puis arriver avec un texte fini, c'est pas possible. D'abord parce qu'il faut savoir dans quel jeu on joue, combien il y aura d'acteurs, quel est le budget, comment ça se passe, enfin très matériellement, en face de quoi on est, quel est le décor auquel pense le metteur en scène. Et donc il y a une sorte de travail en commun qui peut parfois aller très loin. Par exemple, j'ai fait l'adaptation du château de Kafka pour un metteur en scène français qui s'appelle Bruno Turcuir, et c'est un travail sous chapiteau, avec une scénographie extrêmement particulière. Et il m'a demandé, et on a dû travailler vraiment en étroite collaboration, il m'a demandé d'être là jusqu'à la dernière répétition, parce qu'en fonction de la disposition du dispositif scénique qui était là, certaines choses pouvaient encore changer à la dernière minute. Voilà. Donc là, c'est vraiment un travail de participation c'est rare, mais qui est vraiment très important, qui était vraiment très important et passionnant, évidemment. Alors Voilà. pour certains grands romans classiques, vous vous y êtes repris à deux fois pour faire deux adaptations du même roman. Je pense à Don Quichotte que l'on pourrait évoquer, parce que un des grands regrets que peut inspirer la lecture de votre livre, c'est tous ces spectacles auxquels on n'a pas eu la chance d'assister et de voir. Mais comme vous les racontez tellement bien, le regret est encore plus intense, je dirais, mais aussi on se rend très bien compte de ce que cela a été. Donc moi, j'ai eu la chance de voir le deuxième Don Quichotte que vous avez produit, que vous avez écrit et qui était mis en scène à Louvain-la-Neuve, mais pas le premier qui était une adaptation
plus classique, je dirais, du roman. Alors, comment est-ce que s'est organisée l'écriture, puisque nous pouvons nous placer à la table de l'auteur et le regarder en train de placer les mots? Comment est-ce que vous avez entrepris et quels souvenirs gardez-vous de l'écriture du premier Don Quichotte que vous avez adapté? C'était après l'Odyssée. Euh, Quand l'Odyssée a été vraiment un grand succès. Enfin, je peux le dire. C'était magnifique comme spectacle. Mais Jules-Henri Marchand a fait un travail formidable, vraiment. Et donc il m'a dit, ben écoute, on va faire une trilogie de l'errance. Il appelait ça comme ça. Et donc on va faire Don Quichotte et puis on fera le château de Kafka. Magnifique, magnifique. Et puis j'ai commencé, enfin, j'avais déjà lu Don Quichotte, je l'ai repris, ce qui me paraissait important aussi, c'est quand on fait une adaptation de ce genre, c'est quand même d'aller à ce qui est l'essentiel de pas seulement de la thématique, mais de restituer quelque chose de la construction particulière et si géniale, surtout dans le cas de Don Quichotte, de cette œuvre. Et ce que j'ai pointé tout de suite, et j'ai dit à Jules-Henri, écoute ça, il faut vraiment tenir compte, c'est le fait que Don Quichotte est un roman avec un emboîtement très particulier, qui joue entre le réel et la fiction, où dans la deuxième partie, Don Quichotte apprend que ses aventures ont été publiées, les aventures de la première partie ont été publiées, donc il a un pied comme personnage de fiction et un pied comme personnage de réel, et ainsi de suite. Enfin, hein, il y a l'évocation, comme vous le savez, du faux Don Quichotte qui a été écrit entre les deux parties, hein, et tout ça, je me suis dit, il faut le mettre dans le spectacle. Ça va faire autre chose qu'un Don Quichotte habituel, parce qu'il y en a eu beaucoup au théâtre, que Absolument. simplement l'exaltation de l'idéaliste qui est suivi par Sancho Panza, etc. Et donc, il y a eu tout un travail en collaboration avec Jules Henry, mais il y a eu tout un travail de construction, même disant qu'est-ce qu'on reprend exactement et jusqu'où peut-on aller. Et je raconte toujours cette histoire avec le souvenir que j'en ai qui était magnifique, qui est que à un moment donné, dans Don Quichotte, le narrateur, au moment où Don Quichotte est en train de se battre avec quelqu'un, donc il croise les épées, et le narrateur arrête en disant voilà, je connais pas la suite de l'histoire. Bon, après, on retrouve l'histoire, et je dis à Jules Henry, ça, il faut le garder absolument, et ça a donné un moment extraordinaire dans la représentation, où effectivement les deux acteurs se trouvaient avec l'épée croisée et soudain figée, et où la lumière s'allumait dans la salle, et où le conteur, puisqu'il y avait un conteur aussi, arrivait en disant, Mesdames, Messieurs, je ne connais pas la suite de l'histoire. Voilà. Euh, Ça, c'est une petite anecdote, mais je veux dire, ça montre qu'on a vraiment retravaillé toute la construction aussi. Ce qui n'empêchait pas, évidemment, de reprendre les grands thèmes, de reprendre ce fameux duo de Don Quichotte et de Sancho, qui était joué par deux acteurs formidables, qui étaient Luc van Gunterbeek et Angelo Bison, qui faisaient un duo absolument extraordinaire. Enfin bref, voilà, c'était un grand spectacle complètement. J'avais la chance aussi de pouvoir écrire pour plus d'une dizaine d'acteurs, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, ça a donné euh, quelque chose de très danger en tout cas, et les gens qui m'en parlent encore, on a vraiment un très grand souvenir. Oui. Alors, on va abandonner l'adaptation des grands classiques, mais je voudrais quand même dire pour ceux et celles qui nous écoutent, que vous avez adapté, outre Kafka, vous avez aussi adapté Moby Dick, vous avez Oui. adapté des classiques plus contemporains comme L'écume des jours, que là vous racontez avec une espèce de petit plaisir espiègle d'avoir écrit deux chansons pour le spectacle en vous confrontant à un des plus grands auteurs de chansons qui Il soit. fallait oser. Il Il fallait fallait oser. oser, hein. Voilà. Comme j'ai fait des chansons pour Madame Bovary, il fallait oser Oui, oui, aussi. oui. Bon, Oui, voilà, il y a eu le bonheur de la mise en scène qui a fait que ça passait bien. oui, mais dans le cas de Flaubert, Flaubert n'a jamais écrit de chanson à ma connaissance, tandis que
écrire une chanson signée Boris Vian, c'était un pari fort téméraire, mais que vous avez magnifiquement réussi. Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant à l'écriture de personnages, à l'écriture, pardon, de pièces de théâtre originales, et notamment à cette singularité que vous identifiez dans un des chapitres de votre livre, qui est l'écriture de monologues. Alors, on sait que vous êtes un grand amateur de personnages atteints de logorée qui peuvent parler à l'infini et c'est finalement ce qui constitue une des parts de l'inspiration visant à écrire des monologues qui vous caractérise. Vous aviez évoqué tout à l'heure la Muette de Portici et j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur cette pièce. Moi, Jean-Joseph Charlier, dit Jambe de bois, euh, euh, dans lequel se trouve un monologue, mais en même temps un monologue attribué à un personnage historique qui est en quelque sorte un personnage de la légende d'opérette de la Belgique. Ouais, vous ne citez pas le titre complet. Ah, C'est moi, Jean-Joseph héros Charlier, de la dit Révolution belge. héros de la Salut, Révolution belge, salut. ce qui est C'est très son important avantage. dans Oui, oui, cet tout autre à fait. personnage, Tout à puisqu'en fait. fait, c'est bien comme ça qu'il se présente. Et il se présente alors que la Révolution est terminée, alors que il est retourné à Liège, il est là avec sa jambe de bois dans les bistrots, il attend une pension de l'État que l'État ne lui donne pas, donc il est pas content, et il raconte, et on peut imaginer, on connaît ce genre de personnages qui débarquent dans les bistrots, qui racontent leur histoire et qui ne vivent que par l'histoire qu'ils racontent, parce qu'ils ont vécu quelque chose pour eux, même en soi d'extraordinaire, parce qu'ils sont frustrés, puisqu'effectivement il n'a pas sa pension, donc il doit expliquer le héros qu'il est, et donc il débobine son histoire, et on peut se dire, voilà, il y a des gens qui l'entendent pour la 10e fois, et puis on se dit, bon, ben, on l'écoute quand même, mais donc ça pose un cadre hum, déjà qui donne envie d'écrire, en quelque sorte. Hein. Si on se dit, je pars de ce cadre-là, euh, il est là avec ses exagérations, mais aussi avec sa bravoure véritable. Il y a cette espèce de va-et-vient qui était magnifiquement joué par Angelo Bison, qui a repris le spectacle un certain nombre de fois, d'ailleurs, à l'époque. Euh, Oui, je fais une et donc, parenthèse. pardon? Je fais une parenthèse, excusez-moi, mais là, effectivement, le comédien a eu un rôle exceptionnel dans l'incarnation du personnage qu'il fallait jouer, qu'une jambe de bois, et vous raconter comment il vous a épaté en quelque sorte lorsque vous avez vu votre personnage incarné par Angelo Bison. Oui, il était formidable. Je veux dire, il avait une jambe repliée, et puis on lui avait mis une jambe de bois en dessous, et ça ne l'empêchait pas de sauter de tous les côtés. Il tirait un petit canon, ce qui est évidemment très rigolo, mais en même temps, il était émouvant. Je veux dire, il jouait entre entre le comique et l'émotion. Enfin, c'était formidable, quoi. Et donc, il retrace tout, il retrace tout son parcours et il se trouve, alors ça c'est évidemment, je ne vais pas dire que c'est un truc, mais ça marche à tous les coups, il se trouve une tête de Turc, il se trouve un ennemi qui est à l'époque quelqu'un qui était important dans la Révolution, qui était le général Méliné, donc quelqu'un qui est devenu général, enfin est général de l'armée belge, et qui pour lui est le pire des incapables, des imbéciles, celui à cause de qui les choses n'avancent pas, etc. Et ce général Méliné revient X fois, et il faisait ça de façon tellement formidable qu'à la fin, la salle éclatait de rire enfin, par rapport à ce pauvre général Méliné qui était peut-être quelqu'un de très bien, d'ailleurs, je n'en sais rien. Alors, à partir de ce personnage-là que vous venez de décrire si bien, on peut tirer un autre des fils de votre inspiration et de votre manière de travailler, qui est d'être à l'écoute je dirais pas des petites gens, mais des gens de tous les jours. Vous dites, vous utilisez cette formule que vous êtes un observateur auditeur Voyeur dans les auditif. bistrots. Voilà, Oui, un voyeur auditif. Voilà, un voyeur auditif. oui. Et c'est vrai que tout cela, finalement, est synthétisé dans ce personnage de Charlie et Jambes de Bois tel que je l'ai lu et tel que vous le racontez. C'est de faire d'un personnage
banal, commun, plein de petits défauts, un personnage d'une très grande humanité. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup- Ça peut être ce personnage-là, ou ça peut être aussi un grand personnage d'ailleurs, hein, puisque j'ai eu la chance d'avoir une commande me demandant de faire un Napoléon, ce qui était quand même, je fais Oui, de Napoléon un personnage de Polémon, d'ailleurs, oui, oui, oui. c'était très amusant. Mais oui, effectivement, c'est aussi donner la place à à des gens qu'on n'écoute pas généralement, ou des gens du commun, ou des gens qui finalement, pour qui la parole est encore la seule raison de montrer qu'ils valent quelque chose, je veux dire de se défendre par ce qu'ils disent, alors que derrière c'est la tristesse absolue. Mais voilà, ils veulent quand même montrer que ils sont encore quelqu'un. Il y a tant de gens comme ça. C'est qui, on va aller dans les bistrots, écouter ou ailleurs, enfin peu importe, mais peut-être que chacun de nous est quelque chose comme ça finalement. La façon de se présenter, plus on essaie de se présenter le mieux qu'on le peut, ce que je suis en train de faire pour l'instant, et puis derrière, bah, c'est plus compliqué, voilà. Et ça, ce type de personnage-là, j'ai vraiment beaucoup de tendresse j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour lui, et donc vous le retrouvez aussi bien dans mes monologues que dans un certain nombre de mes pièces. Absolument, absolument. Alors, j'aimerais qu'on termine cet entretien, si vous le voulez bien, parce qu'on va arriver au bout de l'enregistrement, et puis ceux qui nous écoutent sont tout à fait disposés à lire votre livre et en savoir beaucoup plus que dans cet entretien. J'aimerais qu'on aborde l'attachement, l'affection que vous avez pour les petites troupes comme celle que vous citez, la troupe de théâtre La Famille Magnifique, qui est une troupe de théâtre en Normandie, grâce à laquelle vous avez finalement pu écrire toute une série de très courts textes, de très courts monologues, je pense, pour Pas l'essentiel. nécessairement des monologues, Pas non, non. nécessairement, non, Oui, de très courtes pièces, oui, qui finalement sont un format un peu comme la nouvelle par rapport au roman, j'imagine, oui. c'est-à-dire des formats courts, mais qui permettent de condenser tout l'exercice du théâtre. Oui, cette famille magnifique n'existe plus d'ailleurs, hein. C'est Ah. bon, tout ça est évidemment l'art de l'éphémère par excellence. Mais oui, c'était assez étonnant parce que c'était des gens je n'étais pas le seul auteur, on était plusieurs auteurs à travailler pour eux, qui non seulement venaient chercher des auteurs contemporains, ce qui est quand même rare dans ce genre de théâtre, mais qui alors se promenaient avec leurs textes dans un camion de théâtre qu'ils promenaient sur les marchés ou dans d'autres lieux publics, et puis ils arrivaient, on ouvrait le camion, il y avait le décor qui était là, et puis c'était parti. Enfin, ils jouaient les textes de façon parfois complètement délirante. Hein. Parfois on comprenait rien du tout, à peu près, mais c'était Une vraiment, véritable fracasse. c'était vraiment intéressant. Et en fait, j'ai retrouvé ça j'ai eu la chance avec des théâtres forains ou avec aussi avec des gens qui demandent. Je pense à quelqu'un qui est un personnage, enfin, un personnage qui est quelqu'un qui est très important alors qu'il n'est pas tellement connu, qui s'appelle Jan Nowak, qui est un Polonais Oui, oui. qui fait des commandes de textes courts aussi à destination de l'apprentissage du français par les élèves d'autres pays et qui lui aussi demande à des auteurs et des auteurs, voilà, toute une série d'auteurs, il demande d'écrire des textes. Et donc là aussi, on a l'occasion d'écrire des textes courts et de les voir éprouvés en dehors du théâtre professionnel. Et ça me semble important aussi. J'ai toujours défendu aussi l'idée que le théâtre amateur, sous toutes ses formes, est quelque chose d'important et qu'il faut pas, comme on le voit trop souvent, qu'il faut pas le maîtriser. Enfin, et pour les auteurs, c'est une pépinière, véritablement. C'est vrai, en plus, dans le cas de Jan Novak, le fait d'utiliser les textes comme instrument d'apprentissage du français comme langue étrangère, c'est absolument innovant et c'est vraiment une manière idéale de jouer à apprendre la langue aussi. Ah oui, oui, il fait un travail formidable, vraiment formidable.
Très bien. Alors, Paul Aymon, pour terminer, peut-être, qu'est-ce que vous diriez du théâtre aujourd'hui? Est-ce que, comme on le disait, vous avez raconté votre théâtre d'hier, qui est le théâtre d'hier, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formes de théâtre qui vous attirent? Est-ce qu'il y a encore une place pour que le théâtre redevienne cet instrument d'apprentissage de la citoyenneté, du monde, de l'autre? Comme la Oui, sans doute. littérature peut Oui, l'être. sans doute. Bah, je vais pas jouer au vieux grognon, hein. C'est pas. Un petit Les, monologue. les choses changent et Ouais, deviennent ouais, différentes. Simplement, je pense que le théâtre, il suit un mouvement général de l'art, qui est celui de la littérature aussi. J'ai envie de dire malheureusement, mais voilà, qui est de devenir de plus en plus, d'être là de plus en plus avec le nez sur le réel et avec, je crois que c'est inévitable, mais et aussi avec une sorte de politiquement correct, il faut bien dire les choses comme ça, d'idéologie manifeste, enfin, qui est la défense, oui, c'est très bien, la défense de l'opprimé, la défense des minorités sexuelles et ainsi de suite. Bon, on voit que c'est un thème dominant. Ce que je trouve dommage, c'est que ça se passe, me semble-t-il, très souvent au premier degré, et que il y a, je veux dire, c'est un théâtre presque d'enseignement, enfin, pédagogique ouais. qu'on nous fait aujourd'hui, et que la place pour le second degré, pour le symbolique, et aussi la place pour le rêve et pour la découverte ou la recherche d'un monde qui n'est pas directement branché sur le réel est quelque chose qui a tendance pour l'instant en tout cas à être négligé. C'est pas mon truc, voilà. Simplement, c'est pas mon truc. Bon, mais les choses vont évoluer plus que probablement, et sans doute y a-t-il des choses importantes. Je regrette qu'on ne joue pas le patrimoine. Je regrette que toute une série d'auteurs sont passés à la trappe. Impossible aujourd'hui. Essayer de monter une pièce d'Anouilh, sauf Antigone, mais essayer de monter Paul Willems. Et que dire des grands auteurs du rêve comme Hofmannsthal ou d'autres, c'est complètement écarté des répertoires. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Bien. Alors, Patientons, patientons. on va conclure sur cette expression pour l'instant qui ouvre la possibilité d'un avenir plus enclin à rêver, Oui, à et puis vous savez, Musset a écrit ses plus belles pièces. Il a fait son théâtre dans un fauteuil parce que plus personne n'en voulait. Et c'est le théâtre qu'on joue aujourd'hui. Donc, quand on le joue encore. Voilà. absolument. Paul Aymon, merci beaucoup et Mais pour cet merci à vous, entretien. vraiment. Et surtout pour ce dernier livre en date que vous publiez, Une fabrique de personnages, qui est un livre absolument jubilatoire, qui donne envie du théâtre, qui donne envie de le lire, qui donne envie de le retrouver sur scène, et qui est un très bel exemple d'autobibliographie que comme j'aime beaucoup en lire. Elle nous apprend beaucoup comme une vraie masterclass. Merci Paul Merci Aymon. beaucoup. Merci.